Émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de Guy Simarotto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simarotto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simarotto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simarotto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte du Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte du Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 15 juin 2020. Le Resto-Bar chez Agar et le Café Agar de Montmagny ferment définitivement leurs portes. Deux autres départs au sein de l'équipe de Marie-Ève Proulx. Un ciné-parc moderne à Montmagny pour divertir la population. Bombe chez IPL, 107 mises à pied. Camp de jour de Montmagny, les non-résidents pourront inscrire leurs enfants. Levée d'interdiction des feux à ciel ouvert pour Montmagny et Cap-Saint-Ignace. Très fébrile mais lucide, les restaurateurs sont heureux de recevoir leurs premiers clients, mais ils ne se font pas d'illusions. Projet d'agrandissement de 2 millions de dollars au camping de Rivière-Ouelle. Et enfin, le Québec se déconfine. Et à partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses seront ouvertes, donc on fera le tour de ce qui est ouvert ou fermé, ce qui est permis ou interdit. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bon début de semaine, mesdames et messieurs. C'est vendredi, sur la page Facebook du Agar Resto-Bar sportif, que les copropriétaires Mario Boulet et Jean-François Roy ont annoncé la fermeture définitive de leur commerce, soit le restaurant situé au 91 boulevard Taché-Ouest et le café situé aux Galeries Montmagny. Après 13 ans d'existence pour le Agar Resto-Bar sportif, la crise de la COVID-19 a visiblement eu le dernier mot et les propriétaires ont dû ainsi cesser l'exploitation de leur restaurant. Étant dans le contexte économique extraordinairement difficile des derniers mois, la décision de cesser nos activités est devenue incontournable. Depuis près de 13 ans, nous avons mis tout notre cœur dans ce projet et nous aurions souhaité poursuivre dans le domaine de la restauration, ce qui n'est plus possible pour nous actuellement. Nous tenons à remercier notre quarantaine d'employés pour leur loyaux services ainsi que leur compréhension face à cette décision difficile. Merci également à notre clientèle qui nous a témoigné sa fidélité au cours de toutes ces années, particulièrement dans les dernières semaines, avec des mots d'encouragement et d'affection envers notre restaurant, ont expliqué conjointement les copropriétaires Mario Boulet et Jean-François Roy. Excusez-moi. Il s'agit définitivement d'un autre coup dur pour l'économie magnemontoise. Récemment, Louis-Martin Hainaut a annoncé sur sa page Facebook qu'il quittait son poste d'attaché politique de la députée ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, afin de travailler comme conseiller, vente interne, soutien technique et communication pour la compagnie Normand de Saint-Pascal. Ce dernier était par ailleurs en congé de maladie depuis le mois de janvier dernier. Autre départ, Mme Suzanne Gagné, qui était au service de la députée ministre depuis le mois de février dernier, comme conseillère politique et directrice des bureaux de circonscription de Côte-du-Sud, quittait son poste le 12 juin dernier pour retourner à son ancien travail au Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, puisqu'elle estime qu'elle maîtrise davantage cet emploi que celui auprès de Mme Proulx, bien qu'elle ait apprécié son expérience.
Soulignons qu'il s'agit d'un 13e et d'un 14e départ du personnel de bureau de Marie-Ève Proulx, et ce, en 18 mois seulement. Les nostalgiques ayant connu l'époque des cinéparcs seront heureux d'apprendre qu'ils pourront renouer avec ce divertissement puisque le stationnement de l'Aréna de Montmagny sera temporairement réaménagé pour permettre à la population d'apprécier différemment le 7e art. Lancé par les Arts de la Scène de Montmagny peu après le début du confinement et annoncé jeudi en conférence de presse, l'initiative a rapidement conquis les membres du comité organisateur de la Fête du Canada et la MRC de Montmagny, qui ont vu l'occasion d'offrir à leurs citoyens un divertissement original respectant les directives de la santé publique. En somme, il s'agit d'un projet de 200 000 $ où la Ville de Montmagny y participe financièrement à la hauteur de 10 000 $, ce qui ne compte pas l'aide technique et logistique qui s'ajoute au montant. Quant à la MRC de Montmagny, elle y contribuera pour un montant de 20 000 $. Les recettes engendrées par le cinéparc ainsi que certaines commandites compléteront le montage financier du projet avant-gardiste mis sur pied dans la capitale de l'Oie-Blanche. Le coup d'envoi des projections sur écran géant au DEL sera donc donné à l'occasion de la Fête du Canada, les 30 juin et 1er juillet, et le cinéparc se poursuivra par la suite durant 3 semaines, soit jusqu'au 23 juillet. Puisque la tenue de grands rassemblements extérieurs est interdite jusqu'au 31 août et que les cinémas et salles de spectacle sont encore fermés pour le moment, l'idée d'aménager un cinéparc s'est imposée d'elle-même. C'est une activité rassembleuse et divertissante qui permettra aux gens de sortir de chez eux de façon sécuritaire. Et comme nous utiliserons de l'équipement à la fine pointe de la technologie, le même type utilisé lors des grands événements et festivals, nous sommes convaincus que les gens voudront vivre ou revivre cette expérience, a confié Christian Noël, directeur général des Arts de la Scène. Dans le cadre de la Fête du Canada, le cinéparc sera accessible gratuitement. Les programmes doubles présentés mettront en l'honneur des films à succès canadiens, un film familial et un grand public dont les titres restent à confirmer. Le 30 juin, le site ouvrira à 20 h et la projection débutera un peu après 21 h. La grande première aura évidemment lieu le 1er juillet et pour l'occasion, les spectateurs sont attendus dès 18 h pour assister aux prestations musicales de Christian Paquette et de Four Wheel Drive, diffusées simultanément via le Fête du Canada de Montmagny.com en attendant la projection des films, les mêmes que la veille vers 21 h. Afin de mettre de l'ambiance, on invite les participants à porter du rouge et à décorer leur véhicule aux couleurs du Canada pour courir la chance de gagner des laissez-passer. Comme les places sont limitées à 220 véhicules par soir, les intéressés doivent s'inscrire avant le 25 juin au bit.ly/cinéparc pour espérer gagner l'un des laissez-passer qui seront attribués par tirage au sort. Le cinéparc fonctionnera comme un cinéma. Des films du box-office seront présentés pendant une semaine entière, du vendredi au jeudi, à raison de 2 films par soir, ce qui donnera la possibilité aux cinéphiles de voir jusqu'à 6 films différents entre les 2 et 23 juillet. Le coût d'entrée sera de 38 $ par voiture, 4 personnes maximum, ou de 12,50 $ par adulte, de 9,50 $ par étudiant et de 6,50 $ par enfant. Les projections commenceront à la tombée du jour et pour s'assurer d'avoir une place, les citoyens intéressés devront préalablement acheter leurs billets en ligne via le adls.ca. Des grignotines et des breuvages seront également vendus sur le site, ce qui inclut également les commodités d'usage, en l'occurrence des toilettes mobiles. Le confinement et la distanciation imposée en raison de la pandémie commencent à jouer sur le moral des troupes. Avec l'arrivée du beau temps, les gens ont le goût de sortir de chez eux et de se divertir. Nous sommes donc très heureux d'avoir contribué financièrement au retour du cinéparc à Montmagny, qui, sans cette collaboration, n'aurait pu se concrétiser. Nous encourageons évidemment les citoyens à tenter l'expérience et les entreprises à acheter des billets pour leurs employés. Ce serait très certainement une reconnaissance appréciée
en plus d'être un excellent moyen de soutenir cette belle initiative régionale, de conclure d'une même voix la préfète de la MRC de Montmagny, Jocelyne Caron, et le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Après avoir appris que le litige les opposant à leur employeur irait devant un arbitre mercredi, les employés d'IPL à Saint-Damien ont appris jeudi que 107 de leurs collègues seraient mis à pied. On en parle après la pause. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madouard, Montmagny, 248-7474. Salut, ici Ludovic Bourgeois, porte-parole de la campagne Détrônons le cancer du côlon de la Société canadienne du cancer. Lorsqu'on m'a demandé d'être porte-parole pour une deuxième année consécutive, j'ai pas hésité une seconde, parce que le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus meurtrier au Québec. Mais surtout, lorsqu'il est dépisté tôt, on a jusqu'à 90% de chances de survie, et ça, c'est très positif. Si vous avez 50 ans et plus, parlez donc à votre médecin du test de dépistage qui se fait à la maison, et si vous êtes plus jeune, faites comme moi, passez le mot. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Après avoir appris que le litige les opposant à leur employeur irait devant un arbitre mercredi, les employés d'IPL à Saint-Damien ont appris jeudi que 107 de leurs collègues seraient mis à pied. Selon La Voix du Sud, une liste de noms à cet effet aurait été affichée dans l'usine en milieu d'après-midi pour être effective à compter du 27 juin prochain, selon Alain Larouche, président du syndicat UES 800. On pense que c'est en réaction à notre position de ne pas reculer sur leur souhait de modifier les conditions de travail. L'employeur souhaite une réduction de coûts et veut une récupération importante sur le contrat de travail. C'est quelque chose que les employés ne peuvent pas et ne doivent pas faire. Lors d'une rencontre mercredi, le syndicat avait indiqué une fin de non-recevoir à la demande de l'employeur qui proposait aux employés un horaire de travail de 8 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi, plutôt que de 12 heures sur 3 jours, comme c'est le cas actuellement. Le syndicat avait rapidement riposté, jugeant que la démarche devenait hors convention et qu'il avait déjà accepté de modifier les horaires en 2014 dans le but d'accommoder l'employeur. Ça s'est fait dans le respect. Après avoir reçu notre réponse, ils se sont retirés et sont revenus nous faire une proposition d'aller devant un arbitre au tribunal du travail qui, lui, décidera si l'employeur a le droit de gérance ou si nous avons raison. C'est normal d'aller débattre des points d'interprétation. On savait que ça prendrait quelques semaines et on acceptait ça, résumait le président du syndicat des travailleurs d'IPL, Frédéric Morin, mercredi. Ce qui est insultant pour les travailleurs, ce n'est pas le fait qu'il y ait des mises à pied, c'est la séquence des événements. L'employeur n'a pas démontré qu'il avait des difficultés si grandes, ajoute M. Larouche, qui estime également que cette instabilité pourrait fragiliser l'entreprise à moyen terme. La qualité de la main-d'œuvre et des gens ainsi dévoués sont un atout pour une entreprise. Et ce qui se passe en insécurise plusieurs. Tel qu'annoncé récemment, le camp de jour de la ville de Montmagny accueillera les enfants âgés de 5 à 11 ans du 29 juin au 14 août de 6h30 à 17h. Initialement réservé exclusivement aux résidents de Montmagny, les 140 places offertes n'ont pas toutes été comblées à ce jour. Dès le lundi 15 juin, soit aujourd'hui, les parents résidant à l'extérieur de Montmagny pourront donc également inscrire leur enfant pendant les 7 semaines s'ils le désirent. Puisque seule l'inscription en ligne est possible, les intéressés devront se rendre sur le site Internet de la ville de Montmagny et s'assurer d'avoir un accès citoyen pour pouvoir s'inscrire. On peut aisément le créer ou le mettre à jour en suivant les étapes présentées dans les tutoriels disponibles sur cette même page Web. Une fois l'accès citoyen créé, il leur suffira de cliquer sur « Inscription aux activités de loisirs » dans le menu « Services en ligne ». Rappelons que les résidents de Montmagny ont priorité jusqu'à ce soir ou jusqu'au 12 juin
pour inscrire leur enfant si ce n'est déjà fait, car dès ce jour, aujourd'hui, 15 juin, les enfants non-résidents pourront combler l'une des 15 places restantes. Les parents qui désirent avoir plus d'informations sur les coûts et les groupes d'âge incomplets sont invités à inscrire ou à écrire au courriel de Camp Estivaux ou encore à composer le 418 248 60 22. Le service de la sécurité incendie de la sécurité civile de la ville de Montmagny désire informer la population de la levée de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Le printemps, exceptionnellement chaud et sec, était propice à l'éclosion d'incendies. Maintenant que la verdure est bien installée, les risques de perte de contrôle des feux en plein air sont moindres. Il est important de savoir que, malgré la levée de l'interdiction, il est obligatoire de se procurer un permis de feu en plein air auprès du service incendie pour faire un feu à ciel ouvert. Les restaurateurs de Québec prévoient un certain engouement cette semaine, bien qu'ils ne se font pas d'illusions pour le reste de l'été. On en parle après la pause. Penser mieux. Dormir mieux. Vieillir mieux. Guérir mieux. Créer mieux. Apprendre mieux. Respirer mieux. Rire mieux. Diriger mieux. Réfléchir mieux. Travailler mieux. Connecter mieux. Décompresser mieux. Sourire mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Et vous, qu'allez-vous faire de mieux? L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Très impatients d'accueillir finalement leur clientèle à leur table, les restaurateurs du Québec prévoient un certain engouement cette semaine, bien qu'ils ne se font pas d'illusions pour le reste de l'été. C'est donc le jour J pour de nombreux restaurateurs du Québec, sauf dans le Grand Montréal. Selon le Journal de Québec, après tout près de 3 mois de diète ou de disette où ils ne pouvaient qu'offrir des repas pour emporter, ils peuvent maintenant rouvrir leurs salles et terrasses à leur chère clientèle pourvu qu'ils respectent certaines consignes. Et signe que ce moment était attendu, le téléphone a déjà commencé à sonner à plusieurs adresses. Avec une centaine de réservations, l'atelier de la Grande Allée, par exemple, affiche presque complet ce soir, si l'on tient compte, va sans dire, de la nouvelle configuration des lieux. Distanciation physique oblige, il a fallu couper plus de 50 des places sur la terrasse et plus de 60 à l'intérieur. Il y a vraiment un très bon buzz. Honnêtement, au niveau de la réouverture des restaurants, constate Fabio Monti, propriétaire de l'atelier, et de son voisin, l'Ophélia. Les deux établissements ont investi près de 30 000 $ dans différentes mesures comme l'ajout de plexiglas, de lavabos et même l'aménagement d'une nouvelle porte de sortie. Avec la chute du tourisme et l'arrêt des festivals, je ne connaîtrai pas l'été que j'ai normalement, reconnaît M. Monti, tout en étant convaincu que les gens de Québec vont être au rendez-vous. On sait d'ores et déjà que notre année 2020 ne ressemblera en rien aux années précédentes. Si la température est là et si les gens sont là, d'après moi, on devrait bien s'en tirer, espère de son côté le chef et copropriétaire de l'Échaudé dans le Vieux-Port de Québec. Jean-François Girard, du bout des lèvres des restaurateurs, se permet aussi de souhaiter quelques assouplissements tout en se montrant compréhensif à l'égard des impératifs de santé publique. C'est sûr que ce serait plus facile pour nous d'opérer à 1 mètre plutôt qu'à 2 mètres, parce que là, on s'entend que les restaurants sont épurés, s'exclame Jonathan de la Rosby, copropriétaire de 4 franchises Boston Pizza dans la région. Par ailleurs, il est à noter que tous les restaurants de la capitale n'ouvriront pas aujourd'hui. Plusieurs ont repoussé ce moment parce que l'implantation des mesures sanitaires n'est pas complétée, ou encore parce que les débuts de semaine ne sont pas particulièrement profitables. Pierre Martin, qui est copropriétaire de 11 rôtisseries Saint-Hubert dans la grande région de Québec, explique qu'il a privilégié une reprise graduelle des opérations. Très heureux, mais un peu nerveux,
son groupe ouvrira 4 salles à manger aujourd'hui et les autres suivront jusqu'à la fin du mois. Comme ailleurs, ces serveurs porteront le masque et les lunettes de protection. C'est notre défi de créer une atmosphère malgré ça parce que c'est sûr que ça va faire un peu spécial l'an style. Il est à noter que tous les restaurateurs de Montmagny peuvent aussi ouvrir dès aujourd'hui et toute la Côte-du-Sud. Donc, si vous voulez vous faire plaisir aujourd'hui, eh bien, c'est un mot d'encouragement que vous donnez aux restaurateurs de la région d'aller leur faire une petite visite pour les encourager dans leur réouverture ce 15 juin. La Commission de protection du territoire agricole a autorisé le dézonage de terrain où le camping de Rivière-Ouelle projette d'établir 180 nouveaux sites de camping, des blocs sanitaires, une piscine et des jeux. Selon le placoteux, ce grand développement du camping se fera en plusieurs phases sur une durée de 4 ans. Il faut ajouter des infrastructures car celles actuelles font que ce ne sera pas assez grand. Il faut penser aux blocs sanitaires, piscines, terrains de jeu, les champs d'épuration, l'entrée électrique et autres. Et c'est comme un nouveau camping qu'on fait, a dit Christian Gagnon, président de la Corporation touristique de Rivière-Ouelle. Actuellement, le camping compte 238 sites et une piscine à l'entrée. Le développement se fera vers l'est, soit à gauche du site actuel, si on se trouve face au camping. Les 180 nouveaux emplacements seront pour des saisonniers et des passants en tenant compte de l'ampleur des équipements et qui prennent de plus en plus de place. Le projet dans son ensemble frôle les 2 millions de dollars. La Corporation touristique de Rivière-Ouelle aurait aimé commencer les travaux dès maintenant, mais la crise entourant la COVID-19 retarde un peu le projet. Si du déboisement pouvait se faire cette saison, on prévoit un début des travaux possiblement en 2021, ce qui rendrait disponibles quelques nouveaux emplacements d'ici 2 ans. Le camping va très bien. L'an passé, on avait 100 demandes en attente. D'année en année, on refuse tellement de voyageurs, d'ajouter M. Gagnon. Le camping de Rivière-Ouelle embauche une vingtaine de personnes et à la fin de ce projet d'agrandissement, on prévoit en embaucher le double. Devant une diminution des cas d'infection à la COVID-19, le Québec se déconfine progressivement. Alors que rouvrent les restaurants à l'extérieur du Grand Montréal, les Québécois retrouvent un semblant de vie normale, juste à temps pour l'arrivée des beaux jours. Des rassemblements extérieurs permis, maximum de 10 personnes provenant de pas plus que 3 adresses différentes. La distance de 2 mètres doit être respectée. Les invités peuvent utiliser la salle de bain. Des rassemblements intérieurs permis à compter du 15 juin, soit aujourd'hui, et du 22 juin dans la grande région de Montréal. Il sera permis de recevoir famille et amis chez soi à l'intérieur. Comme pour les rassemblements extérieurs, les Québécois devront se limiter à 10 personnes, provenant au maximum de 3 adresses différentes. La distanciation physique de 2 mètres devra être respectée entre les ménages. Québec va assouplir les règles encadrant la location de chalets pour permettre à un groupe de 10 personnes de séjourner au même endroit. Sont ouverts, les soins esthétiques peuvent rouvrir, salons de coiffure et barbier, centres d'esthétique, entreprises de manucure et de pédicure, services d'épilation, soins de la peau et studios de tatouage et de perçage. Soins thérapeutiques peuvent rouvrir, dentisterie, physiothérapie, ostéopathie, ergothérapie, chiropratie, massothérapie, psychologie, optométrie, acupuncture, naturopathie, homéopathie, travail social, thérapie conjugale et familiale, sexologue, nutrition, orthophonie et audiologie, podiatrie, médecine douce ou alternative, toilettage des animaux. Les commerces de détail qui possèdent une porte extérieure indépendante peuvent ouvrir. Les centres commerciaux à l'extérieur de la région de Montréal peuvent ouvrir également. Les commerces d'alimentation peuvent maintenant ouvrir le dimanche. Les pharmacies sont ouvertes. Les restaurants situés à l'extérieur du Grand Montréal peuvent rouvrir leur salle à manger. À compter du 22 juin, ceux situés sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, de la MRC de Joliette et de la ville de l'Épiphanie pourront rouvrir. Les bars qui servent de la nourriture pourront aussi rouvrir leurs portes en même temps que les restaurants. Les bars qui n'ont pas de permis de préparation d'aliments devront attendre. Les centres commerciaux de la communauté métropolitaine de Montréal et de la MRC de Joliette pourront rouvrir dès le 19 juin.
Écoles et services de garde, les écoles primaires à l'extérieur de Montréal sont rouvertes. Celles du Grand Montréal resteront fermées jusqu'en septembre prochain. Les services de garde sont autorisés à rouvrir partout au Québec. Les camps de jour pourront ouvrir dès le 22 juin prochain partout au Québec. Les écoles secondaires seront fermées dans toute la province jusqu'en septembre prochain, minimalement. Sport, loisirs et tourisme Québec donne le feu vert au déconfinement graduel des sports collectifs extérieurs comme le baseball ou le soccer. Seuls les entraînements supervisés seront autorisés et la distanciation physique de 2 mètres devra être respectée. Les propriétaires de terrains de camping et de pourvoiries sont autorisés à rouvrir. La plupart des centres d'entraînement pour les athlètes de haut niveau seront rouverts à compter du 15 juin. Les propriétaires de chalets, de résidences touristiques peuvent mettre leurs établissements en location. Depuis le 20 mai, les activités sportives, récréatives, individuelles ou à deux, sans contact physique, en pratique libre, dans les lieux de pratique extérieure sont permis, soit le golf, le tennis, les randonnées, etc. Dans les parcs de la CEPAC, réouverture de certains sentiers de randonnée, de sentiers de vélo et de la pêche à la journée. Les séjours de camping et de pêche sont toujours suspendus. Dans Parc Canada, réouverture de certains sentiers depuis le 1er juin. Le camping est interdit au moins jusqu'au 21 juin. Les sentiers ont été rouverts le 24 mai. Les amateurs de 4 roues, quad, peuvent pratiquer à nouveau cette activité. Réouverture des marinas, les espaces publics extérieurs comme les piscines extérieures et les modules de jeux des parcs sont désormais ouverts, et ce, partout au Québec. Les jardins zoologiques et les lieux d'accueil et de renseignement touristique pourront rouvrir le 19 juin. Les excursions maritimes, les visites d'artisans transformateurs et les fermes agrotouristiques pourront reprendre le 19 juin. Activités culturelles, les musées, les bibliothèques, services de prêt seulement, aucune circulation dans les rayons et les cinéparcs partout au Québec sont autorisés à reprendre leurs activités. Reprise des activités pour les studios d'enregistrement et pour la captation. Alors, excusez-moi, on a eu une panne d'hydro de quelques secondes, donc on reprend ça. Alors, on disait que du côté culturel, eh bien, la reprise des activités pour les studios d'enregistrement et pour la captation de spectacles en salle sans public. Les salles de spectacle sont toujours fermées, mais des concerts pourront se tenir dans les cinéparcs de la province cet été. Certains tournages des dramatiques au cinéma et à la télévision ont pu reprendre le 8 juin. Déplacements entre régions, les déplacements entre régions sont autorisés, toujours fermés les spas, gyms, arénas et autres salles de sport, ainsi que les salles de spectacle et les cinémas. Les bars sont permis du MAPAC pour la préparation de nourriture, les lieux de culte, la réouverture des restaurants à l'extérieur de la région de Montréal se fera avec soulagement aujourd'hui, mais certains propriétaires se demandent s'ils pourront être rentables. Salle à manger remplie à la moitié de sa capacité, serveur qui s'adresse à vous avec une visière, menu écrit au mur. L'expérience dans les restaurants change radicalement dès aujourd'hui dans des centaines de restaurants de la province. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 170 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui les confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi 1 pour tous, tous plus 1.
Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit un pour tous et tous plus un. IGA, vive la solidarité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Eh bien, on a connu une belle fin de semaine. Franchement, là, le mois de mai puis le mois de juin passeront l'histoire parce que ça a été vraiment beau. Du moins, jusqu'à maintenant, on est à la mi-juin aujourd'hui. C'est sûr que c'était frais. C'était très frais samedi et dimanche. Hier, c'était beaucoup plus venteux. Mais quand même, c'est le soleil qui est présent et on a vraiment une belle séquence là, à vous présenter pour les prochains jours. Donc, si on regarde l'image radar ce matin, il y a cette petite masse nuageuse là, qui est vers l'est, là, qui ne nous dérangera pas, puis quelques nuages, donc vraiment là, des petites zones inoffensives. Mais pour notre région, eh bien, on n'a que de bonnes nouvelles à vous annoncer. Pour aujourd'hui, c'est du soleil avec un maximum de 23, l'indice UV de 8 ou de très élevé. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, minimum de 11. Demain mardi, du soleil avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en avant-midi, avec un maximum très confortable de 26 degrés. Avec un facteur humidex demain de 27. Pour la nuit de mardi à mercredi, ciel dégagé, minimum de 16. Mercredi, c'est du soleil. Et regardez-moi si c'est encourageant, ce tableau. Du soleil et du soleil avec 28 degrés, 26 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de 18. Et pour jeudi, c'est encore du soleil avec 28 degrés. On ne parle pas cependant de facteur humidex. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 13. Et pour vendredi, là, les nuages s'annoncent avec 60 de probabilité d'averse. Mais ça va changer avec une chute des températures, maximum de 16 degrés. Pour samedi, c'est le retour du beau temps. Ça se dégage au cours de la nuit et il y aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 30 degrés pour samedi. Et pour dimanche, pour la fête des papas, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, mais quand même avec un maximum de 27 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 22 le jour, 9 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h47 ce matin et se couchera à 20h39, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2007 avec 27,7 degrés, la plus froide en 97 avec 3,5 degrés. Aucune précipitation reçue hier dimanche. Maximum enregistré pour dimanche le 14 juin de 18,4 degrés. Et le minimum au cours de la nuit dernière, c'était quand même frais avec 4,7 degrés. La pression barométrique est actuellement à 103,2 kPa à la hausse. L'humidité est à 81 et le vent souffle actuellement de direction est-sud-est à 9 km/h. Il fait actuellement 12 degrés sous un soleil radieux. Presque pas, pour ne pas dire qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel. C'est vraiment une très belle journée ce lundi 15 juin. Les heures de la veille, maintenant, elle est basse depuis 8h07 ce matin, sera haute à 13h56 et de nouveau basse à 20h35. Voilà, ça complète les heures de la marée et les prévisions de la météo de ce lundi 15 juin. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui la mi-juin, c'est le 15 du mois de juin 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 15 juin. Qu'un seul anniversaire ce matin, c'est l'anniversaire à Marc Proulx.
C'est de la part de tante Jeannette. Alors, bon anniversaire, Marc Pro. Et vous savez que pour nous rejoindre facilement, 241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, donc c'est toujours un plaisir que de prendre ses vœux d'anniversaire à tous les jours. Aujourd'hui, le 15 juin, c'est la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance envers les aînés. Cette journée a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur un phénomène inacceptable et tabou dans notre société. Un fléau qu'il faut ensemble condamner, la maltraitance des personnes âgées. Selon l'ALMA, soit l'Association d'écoute aux victimes, les personnes les plus fragiles, en majorité des femmes à 75 %, plutôt âgées, en moyenne 79 ans, vulnérables, incapables de se défendre ou de réagir, sont des victimes désignées. Elles sont souvent dépendantes. Dans le contexte de cette journée, le Centre d'action bénévole du Contrefort organise aujourd'hui un après-midi animé dans la cour intérieure d'une résidence pour aînés. Les résidents pourront regarder l'événement en toute sécurité depuis leur balcon. Il y aura de nombreuses activités également aujourd'hui dans le cadre de cette journée de sensibilisation à la maltraitance. Donc, il faut s'unir tous contre la maltraitance et être très sensible à la maltraitance envers les aînés. Les événements, le 15 juin 2008, ouverture à Québec du 49e Congrès eucharistique international dans le contexte du 400e anniversaire de la Ville de Québec. Cette rencontre rassemble plusieurs milliers de chrétiens venus du monde entier autour du thème « L'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde ». C'est avec beaucoup d'émotion que le cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec et hôte du Congrès, a souhaité la bienvenue aux pèlerins congressistes venus du monde entier, ainsi qu'aux représentants de la société civile. C'est par un message du pape Benoît XVI à ce moment que le légat papal, le cardinal Joseph Tomko, a déclaré officiellement ouvert le 49e Congrès eucharistique international. On se souvient de cette journée du 15 juin 2008. Les anniversaires, Justin Leonard, ou Justin Leonard, golfeur américain de la PGA, il a 48 ans. Marie-Hélène Fortin, violoniste et chanteuse québécoise, membre du groupe Mes Aïeux. Et Chantal Cadieux, romancière, dramaturge et scénariste québécoise, elle a 53 ans. Courtney Cox, actrice de cinéma et de télé, 56 ans. Et Mario Gosselin, qui a joué pour les Nordiques, les Kings de Los Angeles et les Whalers, il a 57 ans, il est gardien de but, bien sûr. Les disparus de ce 15 juin, en 2019, Franco Zeffirelli, 96 ans, réalisateur italien, chantre d'un cinéma d'esthète, étudié auprès de son maître Luchino Visconti et inspiré des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise et des grands opéras. En 2018, Matt Murphy, ou Guitar Murphy, 88 ans, guitariste américain de blues. Décédé en 2017, Danny Shock, 68 ans, hockeyeur, qui a remporté la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston lors de la saison 69-70. En 2015, Yves Alain, 67 ans, ex-juge à la Cour supérieure du Québec. En 2015, Jean Doré, 70 ans, 39e maire de Montréal de 86 à 94. En 2014, Cassé Kassem, 82 ans, animateur radiophonique de renommée internationale. En 2011, Jackie Leclerc, 82 ans, ancien joueur du Canadien de Montréal et des As de Québec de 58 à 62. En 2006, Raymond DeVos, 83 ans, humoriste belge. En 96, Ella Fitzgerald, 78 ans, chanteuse de jazz. Et enfin, en 89, Maurice Bellemare, 77 ans, ancien ministre de l'Union nationale surnommé le Vieux Lion. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 15 juin. Dans quelques instants, on va jaser, on va parler de l'actualité, comme on le fait à tous les lundis. Il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. Et après quoi, on vous présente une entrevue très intéressante que je vous invite à regarder avec Lucie Lacasse et Myriam Bélanger de la MRC de Montmagny, alors qu'on va parler des bacs bruns, verts et bleus. À quoi servent-ils vraiment? Alors, pour vous, ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'il faut mettre dans chacun de ces bacs. Et José Soucy qui sera avec nous, bien sûr, en fin d'émission. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Moi,
moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, c'est le lundi 15 juin et vous avez sûrement entendu dans la lecture du bulletin de nouvelles, à part une petite pause d'une petite panne d'hydro, on a perdu de la lumière peut-être quelques 15 secondes, même pas, qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de produits, beaucoup de commerces, beaucoup de services qui sont maintenant réouverts ou encore qui vont ouvrir aujourd'hui. Ce qu'on va surveiller, bien d'abord, moi, je vous parlerai de cette réouverture des commerces, là. Ce qu'on dit, c'est qu'à Québec, c'est désastreux, particulièrement dans le Vieux-Québec, là. Il semblerait que la vente des produits soit très difficile. Écoutez, il n'y a pas de touristes. Il n'y aura pas de touristes avant le mois d'octobre. Du moins, les croisières qui aidaient beaucoup les commerces du Vieux-Québec, bien, il n'y en aura pas de croisière. Du moins, on a dit jusqu'au 31 octobre. Mais les commerces qui ont ouvert leurs portes, là, partout dans la région de Québec, on dit que c'est une réouverture désastreuse. Mais moi, si je me fie à ce que je vois ici, parce que je me promène en ville, puis je remarque, là, vendredi après-midi, j'étais stationné face aux Galeries Montmagny et je vous dirais que j'ai vu sortir passablement de monde. Alors, j'ai l'impression que les gens, là, ont repris le magasinage et vite. Vous savez, on parle beaucoup d'achat local, là. Moi, c'est pas compliqué. Ça fait 45 ans que je suis dans le monde des médias et ça fait 45 ans qu'on parle d'achat local. Alors, c'est pas d'hier qu'on parle d'achat local. Mais là, peut-être qu'on a une occasion de faire valoir notre sentiment d'appartenance envers les gens d'affaires de la région et d'aller magasiner, particulièrement chez nous. Vous allez dire, oui, mais on ne trouve pas tout ce qu'on veut. Oui, ça, je le comprends, mais au moins, ce qu'on a chez nous, profitons de cette occasion pour aller voir nos marchands de la place, pour aller les soutenir, pour leur dire, les encourager. Parce que, vous savez, c'est 3 mois ou presque 3 mois, là, exactement, on n'a pas le nombre de jours, là, mais c'est presque 3 mois de fermeture pour certains. Imaginez-vous comment c'est dur. Et ça m'amène à vous parler des restaurants qui, également, vont rouvrir leurs portes aujourd'hui, là. Avez-vous pensé comment ces gens-là sont nerveux de rouvrir leurs portes? Excusez-moi, je suis sur le bord d'éternuer. Alors, ils sont nerveux par rapport à leur ouverture ce matin. Je regardais le La Fontaine là, qui a agrandi sa terrasse vendredi, probablement à cause de cette distanciation sociale. Je n'ai pas demandé aux propriétaires Martin et Bianca, mais probablement que c'est à cause de cette distanciation sociale pour avoir plus d'espace. On prend tout l'espace qu'on peut se servir à cause du 2 mètres. Là, le docteur Arruda a parlé la semaine dernière de pouvoir ramener ça à 1 mètre. Je ne sais pas quand il va le faire, là, mais ce qu'on lit dans les quotidiens de ce matin, c'est que ça aiderait grandement les restaurateurs et certains commerces si on pouvait ramener la distanciation sociale à 1 mètre, mais pour l'instant, c'est 2 mètres. Alors, il y a des restaurateurs, là, on en parlait dans le bulletin de nouvelles, là, c'est 30 000 $ d'investissement. Ça n'a pas de bon sens. Déjà, qui ont fermé 3 mois, ou presque, et là, il faut qu'ils réinvestissent de l'argent, peut-être de l'argent qu'ils n'ont pas. On a beau dire que les gouvernements aident, là, mais ça ne suffit pas à éponger le déficit que ces gens-là subissent. Alors, je pense que ce matin, là, ou aujourd'hui, ou à partir d'aujourd'hui, il faut soutenir ces restaurateurs pour leur dire qu'on est avec eux. Et vous avez entendu dans le bulletin de nouvelles, là, Jean-François Roy et Mario Boulay qui ont décidé de fermer le resto-bar chez Agar, probablement, justement, à cause de ces investissements. Puis combien de temps? Est-ce que ce 30 000 $ qu'on parlait dans le bulletin de nouvelles, qu'un restaurateur de Québec doit investir, combien de temps ça va durer, là? Est-ce qu'on en a pour jusqu'au mois de septembre, jusqu'aux fêtes, pour 1 mois, pour 3 semaines? Il n'y a personne qui le sait.
Mais c'est un gros investissement et d'installer des plexiglas puis de refaire, de repenser l'intérieur des restaurants. C'est toute une besogne. Et moi, je suis de tout cœur avec les gens de la région, le restaurant à la Rive, le restaurant La Fontaine, le Saint-Hubert Express, nommez-les tous, là. Il y a la couvée à Loiselière. Donc, je pense là, qu'on doit être solidaire et encourager nos gens d'affaires de la région pour leur montrer qu'on est avec eux. C'est une sacrée belle occasion de le faire. Et je pense aussi que les gens vont rester plus en région. Le tourisme, qu'est-ce que ça va faire? Moi, savez-vous ce que je vois? Je vois un signe encourageant de voir les touristes. Il n'y en a pas de... En tout cas, on commence tranquillement à dire que là, on va prendre l'avion, puis à partir de fin juin, je n'ai pas la date précise, là, Transat a annoncé déjà des départs pour différents pays, là. Mais les gens vont peut-être être craintifs de partir, d'aller outre-mer ou autre, là. Alors, le tourisme va peut-être se faire beaucoup plus présent au Québec. Puis, on a des sacrés beaux coins au Québec, hein. Alors, moi, je pense que c'est une belle occasion d'accueillir des gens du Québec chez nous et de se faire avec les accueillir à bras ouverts, mais on ne peut pas faire de colleux de ça ici. Vous comprenez qu'avec la situation actuelle, avec la distanciation sociale, mais on peut avoir un sourire, puis on peut être fier et d'accueillir ces gens-là parce qu'eux aussi vont contribuer à aider les gens d'affaires de la place à se refaire une santé financière. Donc, je pense que c'est essentiel qu'on les supporte et qu'on les aide à se sortir de cette situation extrêmement difficile pour tous les restaurateurs. Je vous lève mon chapeau parce que tout le monde est resté ouvert. On a fait des commandes à apporter. On a fait autrement. C'est sûr que ce n'était pas la rentabilité, mais au moins, ça permettait de pouvoir offrir le service. Donc, bravo à vous tous. Le premier ministre a donné une entrevue au Journal de Québec en fin de semaine et on parlait, entre autres, de tout ce qui... Attendez un petit peu que je retrouve la page. C'est... bon, entre autres, M. Legault, là, qui dit que... il dit avoir joué sa carrière et s'être senti un peu seul. On peut le comprendre. Il y avait le docteur Arruda à côté de lui. Mais le docteur Arruda disait, bien, écoute, moi, je te conseille. Il ne pouvait pas dire, bien, écoute, François, là, tu vas faire ça. Il ne pouvait pas faire ça. Alors, M. Legault devait prendre la décision sous les conseils du docteur Arruda, avec lequel il s'est vraiment confié. Alors, il parle que, d'abord, il dit avoir joué sa carrière, s'être senti seul dans certaines décisions. Mais M. Legault dit ne pas être en faveur du masque obligatoire. Il n'est pas un partisan du masque obligatoire, c'est sous la plume de Geneviève Lajoie ce matin. Alors, ça veut dire que le masque obligatoire, on n'est peut-être pas prêt de le voir. Cependant, dans les secteurs, là, dans les transports publics, comme on ne peut pas faire la distanciation sociale de 2 mètres, et qu'entre autres, dans le métro, là, qu'on est à peu près placé comme ça, là, face à l'autre, là, peut-être qu'il serait nécessaire. Mais je pense que c'est aux gens. On est quand même majeurs et vaccinés, là. On est quand même assez grand pour prendre nos décisions et de faire la part des choses, puis que si c'est nécessaire. En fin de semaine, je voyais des gens qui portaient le masque, entre autres chez BMR. J'ai vu des gens qui avaient le masque, puis moi, je respecte ça, puis je ne porte pas de jugement. C'est votre affaire, c'est votre décision, et il faut respecter les gens qui décident de porter un masque parce qu'on ne sait pas toutes les raisons qui forcent ou qui portent ces gens-là à porter un masque. Donc, il faut être respectueux. Mais M. Legault n'a pas ou n'est pas en faveur du masque, du moins, c'est ce qu'on lit dans le Journal de Québec de ce matin. On dit que c'est plus d'1 milliard de dollars pour du matériel de protection que le gouvernement de Québec a investi. On parle des tartelettes portugaises pour réduire l'anxiété du docteur Arruda. Parce que François Legault n'a jamais rappelé à l'ordre le docteur Arruda qui s'est mis dans l'embarras à quelques reprises dans les dernières semaines. Le premier ministre estime que le directeur national de la santé publique est un excellent vulgarisateur et a tout ce qu'il faut pour assurer cette fonction durant une crise. Donc, le docteur Arruda qui a donné un bon coup de main
au premier ministre. Et aussi, on dit dans le même article, il a été indisposé par Justin Trudeau sur certaines décisions. Donc, c'est un article à lire dans le Journal de Québec de ce matin. Et si on parle d'actualité, bien, il y a un pilote de 72 ans qui s'est tué dans un écrasement d'avion en fin de semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup d'autres sujets. Entre autres, on parle de spéculation autour de l'état de santé de M. Trump. Les policiers, entre honte et posture défensive aux États-Unis, c'est pas drôle ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Et n'oublions jamais que nos policiers sont là pour assurer notre sécurité, d'abord et avant tout. Mais on ne peut pas être d'accord avec le geste qui a été posé par le policier de Minneapolis. Bien sûr, c'est vraiment, on est en désaccord avec cette façon de faire. On s'arrête. Toute l'équipe de la clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418 248 21 75. On vous attend. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 15 juin, le gouvernement du Québec accorde près de 890 000 $ pour l'aménagement d'un hôtel de ville à Saint-Pascal. La ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, est fière d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, qu'une aide financière de 889 265 $ est accordée à la municipalité de Saint-Pascal pour la conversion de l'ancien presbytère en hôtel de ville. Le nouveau bâtiment municipal sera d'environ 600 mètres carrés, répartis sur 3 niveaux. Celui-ci accueillera notamment des bureaux administratifs et différentes salles pour le conseil, les conférences, la reprographie et les archives. Par ailleurs, l'hôtel de ville sera facilement accessible à tous grâce à la reconstruction de l'entrée principale qui inclura une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Pour le maire de Saint-Pascal, il s'agit d'une bonne nouvelle. Donc, les faits saillants, l'aide financière provient d'un programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Ce programme découle du plan québécois des infrastructures 2020-2030 et prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, le gouvernement qui met de l'argent dans l'aménagement d'un hôtel de ville à Saint-Pascal. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point, vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas, tu sais comment ça fonctionne. Bien, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, bien, moi, j'avais un petit peu de temps rien pour penser à moi.
parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase là, telle qu'elle était avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens là, qui n'étaient plus là. Fait que ça m'a aidée. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur! Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée. J'ai fait appel ici, on m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. Tu pensais? J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, ben, t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Les rencontres de groupe mensuelles permettent aux proches aidants de se rencontrer pour briser leur isolement, pour partager leur vécu et s'offrir mutuellement un soutien. Lors de ces rencontres animées par une intervenante, un climat de respect et de confiance favorise les échanges et permet aux participants de développer des liens. Par ailleurs, des ateliers portant sur des thèmes spécifiques sont offerts de manière ponctuelle, notamment la prévention de l'épuisement, les techniques de déplacement sécuritaire et les moyens de prendre soin de soi. Pour terminer, des services de répit sont offerts afin de permettre aux proches aidants d'être libérés momentanément de leurs responsabilités auprès de leurs aidés. Les journées répit Mémorise Action en sont un excellent exemple puisque le proche aidant peut profiter d'une journée de répit alors que l'aidé participe à des activités supervisées par une intervenante et réalisées à l'extérieur du domicile. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine. J'ai une amputation à l'avant-bras gauche. Je fais partie des amputés de guerre depuis que je suis tout jeune. Pour jouer au golf, j'ai besoin de ma prothèse. Une amputation, on peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. De toute beauté. Les dons que l'association reçoit, ça permet de financer une nouvelle prothèse. Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés, tout est possible pour les jeunes amputés. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Ma prochaine invitée, vous savez, ben là, vous voyez la couleur, vous voyez les bacs. On se trouve actuellement chez Mme Aurélie Bousquet, qui a bien accepté de nous prêter ces bacs pour qu'on puisse enfin vous expliquer à quoi servent les bacs verts, bleus, et là, depuis après les fêtes, le bac brun, parce que là, je pense que tout le monde, on est un peu mêlé. Et là, on va vous expliquer exactement à quoi ça sert, puis qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, parce qu'on a des gens spécialisés qui vont vraiment nous expliquer. La deuxième partie sera avec Myriam Bélanger, justement, pour nous expliquer ce qu'on met dans chacun des bacs pour bien vous informer. Maintenant, j'ai avec moi la technicienne en environnement de la MRC de Montmagny, Lucie Lacasse. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Occupé? Très occupé. Oui, hein? L'environnement, ça occupe? Ah oui, absolument. Expliquez-nous exactement, technicienne en environnement, ça fait quoi la MRC de Montmagny? En fait, moi, au niveau de la MRC, je couvre 3 volets, incluant la gestion des matières résiduelles. Donc, en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles, je m'occupe de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles. Donc, chaque MRC du Québec doit adopter un plan de gestion des matières résiduelles en vertu de la politique de gestion des matières résiduelles du gouvernement du Québec. Dans ce plan-là, on a défini plusieurs mesures qui doivent être mises de l'avant pour répondre aux objectifs gouvernementaux de recyclage, de réduction de matières envoyées à l'enfouissement, puis au niveau des différents types de matières, donc les matières qui sont recyclables, les matières organiques, donc tout ce qu'on peut trouver sur notre territoire, les résidus domestiques dangereux, le matériel informatique, entre autres. Bon. Est-ce que les gens suivent bien le plan? Parce que vous imposez un plan, mais est-ce que les gens, est-ce que la population, je pense que le vert, c'est pas compliqué. Ça devient plus compliqué quand on arrive avec le bleu, puis là, ben, avec le brun. Mais est-ce que les gens comprennent bien l'importance de chacun des bacs? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours de la sensibilisation à faire. Je vous dirais, bon, côté recyclage, comme là, cette année, on a engagé Mme Myriam Bélanger à titre d'agente de sensibilisation en environnement pour agir, là, faire des inspections de bacs de recyclage parce qu'on a observé une diminution du taux de matière collectée au cours des dernières années. Donc, c'est pourquoi on veut sensibiliser les gens à faire un meilleur tri là, de leur matière recyclable. Puis sinon, bien, au niveau du bac brun, bien, c'est encore relativement nouveau là, sur notre territoire. Il y a la municipalité de Berthier-sur-Mer qui l'a déjà instauré depuis quelques années et la ville de Montmagny qui l'ont instauré, là, qui ont commencé la collecte cette année, en 2020. Berthier l'ont eu avant nous autres? Oui. Ah oui? Oui, OK. oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez amené le bac brun? Parce que, bon, il me semble que ça allait bien avec 2 bacs, là. Ce qu'on veut, d'abord, moi, ce que j'ai bien compris, c'est qu'on veut diminuer les ordures. On veut diminuer, dites-moi le bon mot, là, le bon nom, mais on veut... Ouais, on veut diminuer la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement. Bon, c'est ça que je voulais dire. Par différents moyens. Entre autres, donc, ce qui nous a mené au projet de bac brun, c'est qu'au niveau de la politique de gestion des matières résiduelles, les MRC ont certaines obligations. Entre autres, d'ici 2022, on doit éliminer complètement de l'enfouissement les matières organiques. Donc, il y a plusieurs projets là, qui sont pensés en ce moment. Qu'est-ce que vous entendez par matière organique? Juste donner quelques exemples. Matière organique, c'est tout ce qui est putrescible. Donc, on parle des matières vertes, on parle des résidus alimentaires, on parle des cartons souillés, on parle des restes de légumes, tout ça. Donc, tout ce qui se décompose et qui peut se transformer en compost. Là. OK. Alors ça, on voudrait éliminer ça des centres d'enfouissement. Oui. En fait, puis la raison pourquoi on veut éliminer ça des centres d'enfouissement, c'est que c'est très polluant. Quand on va enfouir ces matières-là, en fait, il faut savoir que dans un lieu d'enfouissement technique, les déchets sont compactés à son maximum, tellement qu'il n'y a plus d'air au niveau des matières là, quand on laisse les cellules là, compactées. Puis, ça crée de la pollution, étant donné que la pluie qui va tomber sur ces cellules-là va ruisseler à travers les déchets. Ça va créer du lixivia, qu'on appelle. Donc, c'est un liquide qui est très toxique. Ça, c'est principalement dû là, à la présence de matières organiques dans les déchets. Et il y a émission de gaz à effet de serre également, là, avec la décomposition oui, ça va sans jusque-là. oxygène des matières organiques.
OK. Puis aussi, c'est que, en fait, en réalité, c'est pas un déchet. Il faut le voir comme une ressource parce que le compost qui est produit avec ces matières-là, bien, c'est une matière qui est très, très riche, qu'on peut utiliser. Les gens achètent du compost pour faire du jardinage. Donc, si on peut le produire chez nous, bien, c'est merveilleux. Utilisons les ressources qu'on a chez nous là, pour réduire nos déchets là, envoyés au site d'enfouissement. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on va éliminer les sites d'enfouissement? Est-ce qu'on peut en arriver là un jour? Non. Non? Je ne penserais pas. Je rêve. Bien, il y a plusieurs matières qui vont être interdites là, d'enfouissement. Mais de là à dire qu'on va vraiment éliminer les sites d'enfouissement, je pense que ça serait une belle utopie là, de penser qu'on va en arriver là. C'est sûr que des citoyens qui ont accès à ces 3 bacs-là, en bout de ligne, il reste vraiment plus beaucoup d'éléments qu'on met dans le bac vert. Donc, c'est assez positif là, quant à la quantité de déchets qui est envoyée à l'enfouissement, mais il va quand même rester encore des matières là, qu'on doit envoyer à l'enfouissement qui ne sont pas recyclables ou valorisables là, à titre de compostage. Mais est-ce que ça commence à paraître que le bac vert, il n'y a presque plus rien dedans? Bien, c'est sûr que ça fait pas tellement longtemps là, que le bac brun est mis en place. Non, mais déjà, depuis que le bac bleu est là, ça fait combien de temps le bac bleu? Le bac bleu, si je ne me trompe pas, autour de 2002 là, que ça a été mis en place. OK, ça ferait 8 ans à peu près? À peu près, oui. OK. Et est-ce que ça commence à paraître? Là? Je sais que le bac brun vient d'arriver, je comprends, mais depuis que le bac bleu est arrivé, ça a changé beaucoup. Bien, c'est là qu'on se rend compte qu'on jetait beaucoup de choses qui sont aujourd'hui récupérables. Bien, il y a eu une adaptation au niveau des citoyens, il y a eu une adaptation au niveau des entreprises aussi qui produisent des emballages qui vont au recyclage. C'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises vont adapter leur emballage pour que ce soit moins lourd, plus facilement recyclable. Donc, on observe une diminution générale au Québec là, pas du volume, là, mais du poids de matière collectée parce que, c'est ça, les emballages sont plus légers, c'est plus adapté là, au recyclage. Par contre, c'est sûr qu'il reste toujours de la sensibilisation à faire au niveau du citoyen. Nous, ici, à la MRC Montmagny, donc c'est pour ça qu'on a engagé une agente de sensibilisation pour l'été, parce qu'on a observé une diminution de matière recyclable collectée là, au niveau de la MRC. Ça peut être en partie expliqué par le fait que les emballages sont plus légers, que les emballages sont plus adaptés, donc sont moins volumineuses, mais il y a aussi un côté sensibilisation là, qu'on doit accroître là, au niveau du citoyen pour essayer d'avoir un meilleur tri là, au niveau des matières résiduelles. Là. Est-ce qu'on veut diminuer aussi le contenu dans le bac blanc en le mettant dans le bac brun? Est-ce que c'est l'objectif? Ben, en fait, on va y aller au niveau de la hiérarchie des 3 RV. Là. En fait, ce qu'on veut en premier, c'est réduire notre utilisation. Ensuite, on veut recycler, on veut réutiliser et valoriser. Donc, ce qu'on veut en premier, ça va être de recycler parce que tout ce qu'on met dans notre bac de recyclage, tout ce qui est de bonne qualité, qui va être réutilisé là, auprès des centres de tri, bien, ça va servir à refaire d'autres matières. Donc, ce qu'on veut en premier, c'est y aller avec cette option-là. Et là, récemment, on nous disait qu'il y avait trop de recyclage, qu'on ne savait plus où mettre le recyclage. Est-ce que ça peut devenir un autre problème? Là, on vide les sites d'enfouissement, puis là, on recycle trop, puis on ne sait plus où les mettre. Est-ce que ça aussi, ça va devenir un problème? Bien, c'est sûr que ça dépend des régions. Là. Il y a certaines régions, en effet, là, qui ont des problèmes au niveau d'amoncellement de recyclage. Mais nous, ici, à la MRC Montmagny, le recycleur avec qui on fait affaire, en ce moment, on n'a pas de problème. Qui est VIA à Lévis? Société VIA, oui. Oui. Et ça se passe bien? Il n'y a pas de problème? Pour l'instant, oui, ça se passe bien. OK. Donc, il faut travailler pour sensibiliser la population, c'est, je pense, Oui, absolument. Puis, c'est ça, ce qu'on veut, donc, en premier, c'est d'avoir un bon tri au niveau du recyclage. Puis, ensuite, s'il y a des matières, par exemple, le carton, donc le carton, on va prioriser de le mettre au recyclage, mais si on a un carton qui est souillé, par exemple, une boîte de pizza qui est très imbibée, bien là, on peut la mettre dans le bac brun. Là. Merci beaucoup, Lucie Lacasse. Dans quelques instants, on va vous démontrer avec Myriam Bélanger ce qu'il faut mettre et ne pas mettre dans chacun des bacs. Mais on a appris beaucoup là, votre rôle et l'importance de la récupération, mais l'importance de l'environnement. Je pense que c'est l'environnement aujourd'hui, c'est le mot-clé. Il faut faire attention à notre chez nous et à notre planète. Bien, les gens sont de plus sensibilisés, de plus en plus, puis je pense que ça va
ça va de soi qu'on s'adapte. Puis on a beaucoup de commentaires positifs là, par rapport à l'ajout de la troisième collecte sur le territoire. Merci beaucoup. Lucie Lacasse, qui est technicienne en environnement de la MRC Montmagny. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Myriam Bélanger est avec nous pour nous parler de ce qu'on doit mettre et ne pas mettre dans chacun des bacs. À tout de suite. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Donc, tel que promis, on a avec nous Myriam Bélanger, qui est responsable de la sensibilisation à l'environnement. Exactement. C'est correct? Oui. Bon. Oui. Bonjour, Myriam. Allô? Myriam, ton travail consiste en quoi exactement? Ben, en fait, je m'en vais un peu partout sur les 14 municipalités du territoire, puis je vérifie les bacs bruns et bleus. Je vérifie le contenu, je vais juste ouvrir. Je regarde. Tu fouilles pas dedans? Je fouille pas dedans. Okay. Je passe pas une demi-heure à checker tous les éléments, là. Mais je vérifie, je laisse un accroche-porte. Si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, à ce moment-là, ben moi, je fais juste indiquer, donner une précision. Puis ça, c'est pas dans le but de taper ses doigts ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus pour sensibiliser les gens, pour les outiller à mieux faire le recyclage et tout ça. Bon, ça fait déjà quelques semaines que tu fais le travail? Oui, quand même. Comment ça se passe? Ça se passe vraiment bien. Ouais. En général, les gens réagissent super bien, ils sont super contents que je vienne les aider là-dedans. Puis moi, ça me fait plaisir. Fait que, ouais, ça se passe quand même bien. Là. Bon. Et qu'est-ce que tu as remarqué comme problème, comme anomalie? Qu'est-ce que les gens font moins bien? Parce que ça, c'est une façon aussi d'informer la population. Oui, bien oui, évidemment. Parce que le bac brun, c'est pas évident, là. Non, c'est ça. Le bac bleu non plus, des fois, c'est pas toujours facile. On se demande, bon, est-ce que ça y va, est-ce que ça y va pas? Par exemple, j'ai vu des cintres, que ce soit en fer ou en plastique. À ce moment-là, ça y va pas. En fait, ce qui se retrouve quand même le plus souvent, c'est le plastique qui n'a pas de numéro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un élément de plastique, souvent, par exemple, une bouteille d'eau. On va regarder en dessous, c'est souvent en dessous, il y a l'insigne recyclable et un numéro dedans. Ce qui est accepté, dans le fond, nous, sur le territoire de Montmagny, c'est de 1 à 7, sauf le 6. Le 6, c'est un peu comme, par exemple, si vous achetez de la viande à l'épicerie, ou des fois, c'est sur les légumes, ça ressemble un peu à de la matière, un peu comme du styromousse. À ce moment-là, ça ne sera pas accepté, ça va aller plus dans les déchets. Mais sinon, à part de ça, bon, de les 1 gens, à ça 7, va bien. un triangle en dessous de la bouteille, Ouais. mais pas 6. Pas 6. De 1 à 7, 1 à sauf 7, 6. mais pas 6. Exactement. OK. C'est compliqué, hein? Bien, oui, c'est pour ça que c'est ça l'importance un peu, je crois, de mon poste, c'est que ça devient parfois mélangeant, puis c'est normal parce que des fois, on se dit, hey, je sais pas trop. Fait que d'avoir un petit rappel, ça fait jamais de tort, là, en soi. Là. Rapidement, parce que moi, j'aimerais ça que tu nous expliques chacun des bacs. Oui. Rapidement, qu'est-ce que tu as remarqué aussi là, qui est pas correct, là, qui n'est pas normal, qu'on ne fait pas bien? Là? Bien, en fait, les gens, je pense que certains ne sont pas toujours au courant des bacs. Par exemple, les conteneurs de l'élan collectif. C'est là que vous pourrez mettre, par exemple, vos souliers, les vêtements, tout ce qui est tapis, tout ce qui est textile, finalement. Ça ne va pas dans aucun bac? Non, c'est ça. Dans chaque municipalité, il y a un conteneur de l'élan collectif qui se retrouve, sauf à Sainte-Euphémie. Si je ne me trompe pas, eux, ça serait plutôt d'aller voir à Notre-Dame-du-Rosaire ou à Saint-Paul à ce moment-ci. Sinon, c'est les résidus domestiques dangereux, comme les pots de peinture vides. Ça va aller plus à l'éco-centre, par exemple, à Montmagny. Sinon, tous les garages municipaux, appelez votre municipalité si vous n'êtes pas au courant, si vous doutez que ça s'en va. Par exemple, pour peinture, il y a souvent des centres de RDD, là, les résidus domestiques dangereux. Ça va se mettre là-dedans à ce moment-là. OK. Maintenant, explique-nous, là, le bac brun. Bien, le bac brun, en fait, c'est toutes les matières organiques. Donc, à ce moment-là, c'est avec la nourriture. Donc, les gens pensent parfois qu'on ne peut pas mettre de viande. Vous pouvez, dans le bac brun, domestique, si je ne me trompe pas, ça marche aussi. Litière, cheveux, litière pas agglomérante seulement. Okay. De l'herbe. Donc, vraiment, tout ce qui est matière verte, là, tout ce qui est un peu nourriture, donc pain, des céréales. Petites branches d'arbres, ça va? Des petites branches d'arbres. Le gazon, quand on fait notre gazon, notre tondeuse? Oui, exactement. Ça peut aller tout là-dedans, les produits laitiers compris. Là. Fait que quasiment tout ce qui est organique, les coquilles d'œufs, par exemple, ça va là-dedans.
Si ça va pas là-dedans, les cartons très souillés, comme Lucie l'a dit, ça va aller là-dedans. S'il n'est presque pas, on va prioriser à ce moment-là le recyclage. Comme une bouteille de lait en carton, ça va là-dedans? Bien, vous pourrez le mettre dans le bac brun, là. Étant donné que c'est pas lourd ce qu'il y a dedans. Là. Ça dépasse pas... comment je pourrais dire ça? Le poids dépasse pas du contenu. Là. Quand on l'a fini... ça m'amène à une question. Oui. Là, je viens de te dire qu'il y a une bouteille de lait, ça pourrait aller là, puis ça peut aller là. Bien, en fait... Comment on fait pour tout savoir, puis être vraiment, là... Les gens qui veulent vraiment suivre ça à la lettre, là, comment on fait? Est-ce qu'il y a des indications quelque part? Est-ce qu'il y a... bien, le site web de la MRC sur les matières résiduelles... Est-ce qu'il définit autant ou aussi bien? Oui, quand même. Sinon, celui de la ville de Montmagny, quand on va voir vraiment la gestion du bac brun, il y a vraiment une liste de tout ce qui est accepté, tout ce qui ne l'est pas. T'sais, en fait, les cartons, c'est surtout ceux qui sont souillés parce que sinon, on peut très bien les mettre sans problème dans le recyclage. Mais il ne faut pas qu'ils soient souillés? Non, c'est ça. Bien, pas dégoulinant ou... oui, OK. Mais lui, il peut aller là. Celui qui est dégoulinant. Oui, celui-là, un petit peu moins pop, là, il peut aller sans problème dans le bac brun. OK. Bac bleu. Bac bleu, comme on l'a dit tantôt, tout ce qui a un insigne recyclable de 1 à 7 sauf 6. Tout ce qui n'a pas qui a juste un signe recyclable, finalement, va pas être accepté. Je sais que c'est étonnant, là. Il y a des gens qui sont surpris quand on leur dit ça. Puis je le comprends, mais à ce moment-là, on va plutôt éviter. Sinon, tout ce qui est canne de conserve, imprimé, carton, ça ressemble généralement à ça. Est-ce qu'encore aujourd'hui, après 8 ans, est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du bac bleu, parce que tu en bois, des choses qui iraient dans la poubelle? Ben oui, justement, les plastiques sans numéro, ça se retrouve parce que aussitôt qu'on voit souvent un signe recyclable, on se dit, bon, ça va aller dans le recyclage, logiquement. Mais parfois, on oublie justement qu'il faut regarder le numéro. C'est principalement ça, là. Sinon, il y a des trucs de construction. Des fois, ça va aller plus... je sais que nous, à Saint-Fabien, on a un gros conteneur pour ce genre de type-là. Donc, peut-être s'informer aux municipalités à ce moment-là pour voir quoi faire, par exemple, avec nos morceaux de clabard, etc. Là. Comme des grandes vitres, ça va pas dans le recyclage. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus s'informer. C'est l'éco-centre, c'est plus l'éco-centre. Oui, c'est ça. C'est plus s'informer aux municipalités ou aller à l'éco-centre, justement, pour ce genre de trucs-là. Voilà. Et là, ce que je comprends, c'est que ce qui ne va pas là, puis il ne va pas là, va là. Exactement. On finit par... C'est pour ça que tu voulais commencer avec le bac brun. Exactement, parce que quand on trie bien, puis on est informé de ce qui se passe, une fois que tout est bien fait, il n'est pas supposé d'avoir énormément de choses dans les déchets, tu sais. Peut-être un peu de poussière si vous passez la balayeuse, vous jetez les résidus. Mais mis à part ça, tout ce qui est nourriture est supposé être dans le bac brun ou dans le compost domestique, là, si vous en avez. Sinon, ça s'en va dans le recyclage. Et quand ça va ni dans le recyclage, ni dans des éco-centres, à ce moment-là, ça va dans les déchets. Là. Donc, puis, tout ce qui est informatique, les municipalités ont aussi des dépôts. Donc, vraiment, ce qui se retrouve là-dedans, il ne devrait pas en avoir énormément, là, une fois que le tri est bien fait. Là, tu travailles pour l'été, pour la MRC. Oui, exactement. Et là, tu vas faire le tour de toutes les municipalités. Exactement. Tu vas lever le couvert. Exactement. Puis tu vas regarder ce qu'il y a dans le couvert, ce qu'il y a dans le contenant, pour t'assurer que les gens suivent bien les recommandations. Ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que des fois, ça devient compliqué. Tu sais, les bouteilles d'eau, je le retiens, là, avec un triangle, 1 à 7, mais pas 6, il faut le savoir. Bien oui, exactement. Alors, si on ne veut pas envoyer, parce que c'est pesé à la tonne, la ville paye à la tonne. Oui. Donc, si on veut faire bien notre travail de récupération, on peut aller sur les sites de la ville de Montmagny, c'est ça, j'ai compris? Ville de Montmagny. C'est bien indiqué? Oui. C'est sous l'onglet, vous cherchez par exemple sur Google Ville de Montmagny ou MRC de Montmagny, matières résiduelles. À ce moment-là, il va y avoir des tableaux très bien illustrés, puis tout ça. Puis moi, bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que souvent, j'envoie des rappels aux municipalités. Donc, les citoyens, par le biais de rappels envers leur page Facebook des municipalités, vont en avoir quand même assez fréquemment durant les à peu près 10 prochaines semaines. Myriam, en 30 secondes, est-ce qu'on va avoir bientôt un bac rouge, puis un bac jaune-orange, puis un bac, je ne sais plus trop quelle couleur? Non, je ne crois pas. On va rester aux 3, puis c'est avec juste assez, je pense. Okay. Il n'y en aura pas d'autres, là? Non, c'est fini après ça. Alors, je te souhaite un bel été, merci, un bon travail. Merci, merci parce que c'est
Très instructif, Lucie et toi, ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Alors, j'espère que vous en avez appris plus sur la façon de vous servir de ces 3 bacs-là, parce que maintenant, bien, c'est rigoureux, il faut le faire. Puis, c'est pas seulement pour la ville, c'est aussi pour nous et pour ceux qui nous suivent. Voilà, bien, ça complète. Merci, Myriam Bélanger, qui est responsable de la sensibilisation à l'environnement. Et on avait aussi Lucie Lacasse, qui est technicienne en environnement pour la MRC de Montmagny. Ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, dans l'actualité, José Soucy est avec nous. José, bonjour. Bon matin. C'est un bon week-end? Oui, quand même, quand même. Oh, content de retrouver tes collègues de travail? Pas tant. Ben oui. Je suis vraiment content. Écoute, on n'a pas fini, puis j'espère qu'il n'y en aura pas trop de ces mauvaises nouvelles, là. Mais le restaurant-bar chez Agar et le café Agar qui ferment définitivement leurs portes. Écoute, Michel, je pense que c'est un coup dur pour l'économie manimontoise parce que chez Agar et le petit café qui était au centre commercial de Montmagny... Ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 1 an. Environ 1 an et demi, à mon souvenir, mais ça... On avait besoin d'une 40aine de personnes pour faire fonctionner les 2 commerces. Et là, d'un coup, c'est beaucoup de pertes d'emploi pour la région de Montmagny, pour Montmagny même. Mais en même temps, il fallait s'en attendre parce que la crise de la COVID-19... n'a épargné personne et lorsque tu es obligé de laisser ton magasin ou ton restaurant, ou peu importe le commerce que tu as fermé 3 mois de temps, bien, ensuite de ça, je veux dire, c'est une question d'entrée d'argent aussi, puis tu as des employés qui vont peut-être travailler ailleurs parce qu'ils ne pouvaient pas travailler, finalement, ils se trouvent d'autres choses. Ça commence à être assez lourd pour la logistique et finalement, on a décidé de tirer de tirer le fil et de dire que c'était terminé parce que je pense que c'était trop lourd pour les 2 propriétaires de continuer à faire avancer leurs 2 commerces. Et tu sais que pour le centre commercial, c'est un coup dur également pour les Galeries Montmagny parce que là, on a eu au début de la crise, le dépanneur qui avait fermé ses portes. À Gare, on n'est vraiment pas sûr, là, pas en Gare 29, c'est-à-dire là, le magasin de linge. Il y avait le Bentley qui a fermé au mois de février. Puis là, tu as le petit café qui était juste situé à côté du magasin de souliers proche de Dolorama dans les Galeries Montmagny. Donc, je pense qu'on a hâte que ça se termine et qu'on commence à reprendre notre vie de jadis parce que il faut pas qu'on ait souvent des nouvelles comme ça, hein? Et Michel, c'est pas... On a dit que ce serait dur pour le commerce de détail. Oui, tout à fait, oui. Tout entier, mais entre autres les centres commerciaux particulièrement. Là. Bien, exact. Ouais. Déjà que tu regardes dans les centres commerciaux, recul de 10 ans, on voyait pas ça, des boutiques vides où il n'y a pas de magasin. Tu vois maintenant, à Place Fleur-de-Lys à Québec, il y en a énormément je te dirais, de magasins qui sont libres, c'est-à-dire de locales ou des locaux qui sont libres. Et même à Place Laurier, tu commences à en avoir aussi. Aux Galeries Chagnon, si tu descends à Rivière-du-Loup, je pense que le quart des magasins n'est pas loué, ou les locaux pour le centre commercial de Rivière-du-Loup, et ça commence à être la même chose aux Galeries Montmagny également. C'est difficile pour les commerces au détail, comme tu l'as dit, Michel. Ce qui est dur pour les restaurants, entre autres, c'est ce qu'on demande avec les plexiglas, puis c'est 50 du restaurant à peu près qu'on peut recevoir. Ouais, alors, c'est ça qui est difficile. 2 autres départs au sein de l'équipe de Marie-Ève Proulx.
Oui, Louis Martineau, qui a démissionné, qui s'est trouvé un nouvel emploi, c'est-à-dire il est attaché politique de la ministre, il est en congé de maladie, finalement, il est rendu qu'il travaille pour la compagnie normande de Saint-Pascal. Et Suzanne Gagné, qui était là depuis peu, qui a décidé de retourner à son ancien emploi au Caire de Montmagny. Elle a apprécié son expérience, mais elle pense qu'elle est plus en contrôle de la situation où ce qu'elle travaillait auparavant. Et c'est quand même un emploi qui est demandant, c'est-à-dire que pour les disponibilités ou autres, tu as de la représentation à faire aussi. Puis, puisque ça a changé souvent de personnel dans le bureau de Marie-Ève Proulx, mais lorsque tu arrives, je présume que tu as du retard à reprendre pour réussir à arriver dans ton temps. Donc, ces 2 départs, on parle du 13e et du 14e départ en seulement 18 mois pour le bureau de la ministre Proulx. Et là, sur les réseaux sociaux, on commence à critiquer un peu notre ministre parce que là, on trouve qu'il y a trop de monde qui sont passés en si peu de temps et on commence un peu à pointer peut-être la ministre, là, sa façon de travailler, parce que ça donne pas, je dirais, une bonne perception. Et en politique, tout est une question de perception. Et lorsqu'on change toujours d'employé de la sorte, bien, comment veux-tu faire cheminer un dossier? C'est pour ça que les oppositions, principalement le Parti québécois dans l'Est du Québec, parce que tu sais que la ministre Proulx est responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, de Gaspésie, de la Madeleine, bon, on demande peut-être juste un ministre ou une ministre qui serait attitré à cette région-là ou à ces régions-là, et c'est pas le cas. Donc, on va suivre ça de près, voir s'il va y avoir d'autres départs, mais je pense que ce serait peut-être le temps d'avoir peut-être un peu de régularité, je vous dirais, dans le personnel de la ministre. Jeudi après-midi, tu as assisté à une conférence de presse. Il y aura un cinéparc sur le stationnement de l'Aréna de Montmagny. Oui, c'est tout un projet, Michel, un projet évalué à 200 000 La MRC de Montmagny va débourser 20 000 la Ville de Montmagny, 10 000 plus l'aide logistique et de monter le terrain et tout le reste qui est pas comptabilisé, mais c'est quand même la Ville qui va s'affairer à aider les Arts de la Seine et ses partenaires parce que c'est une initiative des Arts de la Seine de Christian Noël et la télévision qui va être là, parce qu'habituellement, c'est un grand panneau, si on veut, un grand écran là, avec un projecteur, mais là, ça sera pas ça. C'est une technologie de dernier cri, c'est-à-dire que c'est un écran d'aile de 32 pieds. C'est la même qu'on utilise notamment au Festival d'été de Québec lorsqu'il y a des gros spectacles d'envergure avec des noms internationaux. Donc, l'image va être très claire et je pense qu'on a une capacité de 440 personnes, c'est-à-dire il va y avoir plusieurs véhicules. C'est 220 voitures. 220 voitures, après à 2 personnes, même 4, des fois, on a vraiment la possibilité d'avoir beaucoup de monde et on pense que ça va être rentable au bout de la ligne. Au moins, on va être en mesure de défrayer tous les coûts de l'opération parce que les gens, ils n'ont pas de cinéma depuis longtemps et la force de Montmagny, c'est que puisque c'est les Arts de la Seine qui s'occupent du cinéparc, bien, on a la licence pour projeter des films qui viennent de sortir. Je te parle des box-office, là, des films à gros budget. Donc, il devrait y avoir quand même assez de monde qui vont voir là. Et je pense que c'est pratiquement unanime sur les réseaux sociaux sur la beauté du projet et l'efficacité des gens de la Ville qui ont mis ça sur pied, ainsi que Christian Noël. En quelques secondes, José, si c'était pas rentable, qui va subir ou être affecté par ce déficit? Bien, sûrement les Arts de la Seine, mais je dis ça sous toute réserve. Mais d'après moi, ça va être, ils devraient être bons pour rentrer dans leur chiffre, comme on dit. De toute façon, on les aura comme invités mercredi. Demain, on reçoit Reynald Ouellette, directeur artistique du Carrefour mondial de l'accordéon. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À demain. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simarotto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simarotto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.